à tous et bienvenue sur ce 6e webinaire de l'Académie de Créteil qui aujourd'hui va traiter de la problématique de l'entrée dans le métier, de la titularisation au 6e échelon, donc à la date du premier BPCR, 6e échelon. On va voir un petit peu ensemble comment aborder cette thématique au travers de 3 parties. La première portera sur l'engagement professionnel et l'éthique. La deuxième partie portera sur les difficultés professionnelles éventuellement rencontrées et comment les résoudre et à qui s'adresser pour les résoudre. Et la troisième partie s'adressera plutôt aux pôles formation initiale et continue. Donc nous allons essayer de voir ensemble sur 1h30 comment aborder cette thématique. Et pour ce faire, nous avons invité trois pôles d'intérêt. Nous allons inviter l'INSPE en la personne de Laurent Fouchard et Loïc Lemeur. Nous avons invité également M. Bobkevich, proviseur à Hector Berlioz, le lycée Hector Berlioz à Vincennes. Et pour la partie inspection, nous aurons comme intervenant Fabienne Kunz, donc IIT-EPS, et Johan Thomas Zauer, chargé de mission d'inspection. Voilà, donc pendant 5 minutes, chaque intervenant va pouvoir exposer sur ces 3 parties à tour de rôle. Et donc, à l'issue de ces présentations, vous aurez la possibilité d'échanger avec nos invités. Dès maintenant, dès la première présentation, vous allez avoir la possibilité de poser des questions par chat. Donc, il faut vraiment essayer de faire le plus de propositions sur ce temps d'intervention, sachant que Juliette Martial sera donc notre interlocutrice pour poser ensuite l'ensemble des questions à nos intervenants en essayant de respecter les centres d'intérêt. Voilà. Donc, je vais dès maintenant poser la première question pour la première partie qui concerne donc l'engagement professionnel et l'éthique. Cette question est posée à l'INSPE en la personne de Laurent Fouchard. Bonjour à tous. Je vais essayer de répondre rapidement à ce qu'on peut expliciter comme notion d'engagement professionnel et d'éthique concernant donc les jeunes enseignants qui sont à la fois fonctionnaires stagiaires quand ils sortent du CAPES et très vite après la titularisation en première année. La problématique à laquelle nous on est confrontés dans ce début de carrière pour ces enseignants est une problématique d'un point de vue professionnel et d'éthique qui se traduit par le fait qu'ils sont à la fois sur cette première année étudiants de par leur statut et en même temps professionnels. Donc cette double fonction qui est à la fois intéressante pour eux d'un point de vue purement d'information et parfois compliquée à mettre en place et compliquée en termes d'engagement professionnel. Ils doivent être tout à fait capables de s'engager dans la vie d'établissement, dans leur métier, dans la discipline qu'ils enseignent, en l'occurrence ici l'EPS. Ils doivent mettre en place des principes éthiques et très précis d'un point de vue de ce qu'on attend d'eux en tant que cadre de la fonction publique, tout en étant à la fois étudiants parce que, de par leur statut, ils ont un engagement qui est professionnel mais aussi universitaire, à la fois en étant soit en 2e année de master, soit en formation diplôme universitaire. Donc, cette double tâche rend parfois compliqué cet engagement professionnel. En tout cas, la mission qui nous incombe, nous, à l'INSPE, est de faire en sorte qu'ils arrivent à concilier ces 2 éléments pour pouvoir être capables de répondre aux responsabilités que leur fonction leur incombe dans le cadre de l'établissement. À travers cet engagement professionnel, évidemment, on met en place et on essaie de travailler sur le référentiel, évidemment, de compétences professionnelles, avec 3 points importants. Le premier point, donc, sur la responsabilité, à la fois au niveau de leur action professionnelle avec les élèves et dans le cadre de l'établissement. Et parfois, cet engagement ne s'arrête que
dans la classe et a du mal à transpirer au-delà. Alors, sans blâmer du tout ces jeunes enseignants qui démarrent, hein, les tâches étant quand même assez conséquentes à la fois universitaires et à la fois professionnelles, il est parfois compliqué pour certains de pouvoir concilier les deux et être capable de s'engager d'un point de vue professionnel à la fois dans la discipline EPS, mais aussi dans le cadre de l'établissement scolaire. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, ils ont l'année pour consolider cet engagement. D'un point de vue toujours de ce registre, deuxième point important, travailler les compétences professionnelles autour de la communication et de l'animation pour que cet engagement professionnel soit le plus efficace possible, à la fois avec les différents partenaires que vont être l'université, mais aussi l'établissement, le chef d'établissement et les différents collègues, mais aussi et surtout un engagement professionnel qui va être gage de transformation auprès des élèves en termes de réussite. Et donc cette logique de communication et d'animation nous semble importante et fortement impactée aussi, d'une part par l'historicité de ces jeunes enseignants et du contexte. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Enfin, troisième point, l'idée d'implication, de coopération, de travail en équipe est quelque chose qu'on essaie, nous, de mettre en avant de manière la plus précise possible dans le cadre de leur formation, en leur explicitant que cet engagement professionnel, même s'ils sont à mi-temps, en tout cas quand ils démarrent dans leur établissement, cet engagement professionnel va induire un temps complémentaire dans l'établissement au-delà des simples cours. Et donc, on est vraiment sur cette logique de travail, de coopération, d'implication dans le cadre professionnel et aussi en parallèle dans le cadre universitaire. Comme je l'ai dit en préambule, leur double mission qui est à la fois de se former et de former les élèves rend ce travail tout à fait conséquent avec des productions, avec une validation de leur parcours étudiant qui doit se faire en même temps que la validation de leurs acquis professionnels à travers donc, le référentiel. Voilà donc, concernant la partie ISP sur cette thématique d'engagement professionnel et éthique. Merci. Bien, maintenant, je vais donc donner la parole à M. Zopkevich pour la partie chef d'établissement. Il va nous partager son point de vue donc, concernant cette première partie. Alors, le rôle d'un chef d'établissement, quand on a des collègues qui débutent dans la carrière notamment, c'est effectivement de les accueillir et de les accompagner. Le chef d'établissement et son équipe n'a pas forcément de compétences particulières sur le domaine disciplinaire pur, évidemment, même s'il est parfois ancien enseignant dans la discipline, mais ce n'est pas souvent le cas. Mais quoi qu'il en soit, son travail et sa capacité va résider dans l'accompagnement du collègue sur la partie gestion de classe notamment, et sur la capacité à accompagner, conseiller et observer l'enseignant dans sa pratique en dehors de la classe. Donc sur le domaine à l'intérieur de la classe, encore une fois, il ne s'agit pas d'évaluer la partie pédagogique qui relève des corps d'inspection, mais même si l'équipe de direction n'est pas dans la salle de classe, eh bien, il y a toujours capacité à avoir effectivement des échanges sur notamment, et on verra tout à l'heure en termes d'accompagnement, en termes de difficultés, notamment sur la partie gestion de classe, qui peut parfois, en début de carrière, poser un certain nombre de difficultés et faire l'objet d'échanges avec l'équipe de direction. Le deuxième point qui va permettre au chef d'établissement d'évaluer à un moment donné, notamment dans le cadre de l'entretien PPCR du 6e échelon, ça va être la partie engagement en dehors de la classe. Et là, on va être en capacité d'évaluer le collègue dans son travail d'équipe, dans l'interaction qu'il est capable d'établir avec les collègues d'une équipe pédagogique, avec les collègues d'une équipe disciplinaire. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on est effectivement capable d'accompagner et d'échanger avec les collègues qui débutent. Évidemment, on ne va pas attendre la même chose d'un collègue qui va démarrer en tant que stagiaire, le collègue en a parlé, ou qui va faire ses premières années en tant que titulaire, mais on va pouvoir, au fur et à mesure des années, confier des missions particulières, permettre aux collègues de s'investir sur des projets en dehors de la classe particulièrement. Et je pense, par exemple, à la fonction de professeur principal, qui est une fonction qu'on cherche à attribuer à des collègues qui ont envie de s'engager,
Et on a souvent des expériences positives de collègues qui débutent et qui ont tout de suite envie de prendre en charge une type de responsabilité. L'autre type d'action qu'on est capable de mettre en avant, on le voit bien à travers le référentiel d'enseignants qu'on est capable d'identifier, c'est le suivi des parcours, le conseil sur l'orientation, l'aide au travail personnel, la communication avec les parents. Voilà des domaines sur lesquels le chef d'établissement est capable d'observer, de conseiller et d'évaluer, puisqu'à un moment, il s'agira bien d'accompagner ses collègues sur ces questions-là. Et donc, on est très souvent amené, dans le cadre notamment d'entretien PPCR, à balayer les sujets et les dossiers que le collègue est amené à traiter, ou que les collègues sont amenés à traiter en dehors de la classe. Donc, on a la question des projets, on a la question des fonctions particulières occupées, on a la question du travail d'équipe et le lien qui se fait avec les équipes pédagogiques. On y reviendra tout à l'heure, notamment sur la question parfois de difficultés professionnelles rencontrées, et on cherche à identifier les actions qu'on est capable de valoriser et d'accompagner sur les collègues qui ont envie de rayonner, c'est un terme qu'on a utilisé longtemps sur la note administrative, mais qui est toujours d'actualité concernant la volonté de s'impliquer en dehors de la classe. Et voilà en quoi le chef d'établissement, l'équipe de direction est capable de donner des éléments d'évaluation qu'il va d'ailleurs partager avec les corps d'inspection lors de leur passage. Juste un petit mot pour conclure sur la partie éthique. Il me semble nécessaire d'insister sur le rôle que chacun mène sur la transmission des valeurs de la République. L'actualité nous rappelle à quel point c'est essentiel d'être tous les uns et les autres attentifs à ces questions. Et un dernier mot sur la nécessité et le rappel, à mon sens, utile sur la question du strict respect de la neutralité, en se disant qu'on a parfois des avis personnels très marqués et très tranchés dans sa carrière, mais quand on agit en tant que fonctionnaire face à des élèves, eh bien, il est fondamental de se garder, de transmettre, de partager son avis sur un certain nombre de sujets. Ça me paraissait l'occasion idéale de le rappeler. Voilà, je vous remercie. Merci. La parole maintenant à l'inspection. Fabienne Kunz, ma collègue. Sur la notion d'engagement professionnel et d'éthique, l'engagement professionnel et l'éthique, on pourrait penser qu'ils sont indépendants, dans la mesure où le premier terme touche davantage à la pratique, est très pragmatique, et possède un côté institutionnel, et le deuxième renvoie davantage aux valeurs et au domaine personnel. Et pour autant, ces deux temps vont être évalués dans le cadre des PPCR, donc du premier au début de carrière, par un regard croisé du chef d'établissement et de l'inspection. Dans un ouvrage ancien, une ancienne IPR qu'on peut saluer, écrivait pourvu qu'il m'écoute, parce que souvent la première préoccupation de l'enseignant est de se faire écouter, et en portant de l'intérêt, en ayant des contenus qui soient intéressants pour les élèves, on fait le pari qu'il réussira à se faire écouter. Mais le deuxième axe est d'intégrer ces valeurs dans ces contenus, et ces valeurs-là seront soit implicites, soit explicites, et expliqueront peut-être les différences d'appréciation que l'on aura quand on évalue cet item lors d'un PPCR. On a des enseignants qui souvent font part d'un malaise, et pour autant, ce sont des enseignants qui ont choisi. C'est une vocation. Enseigner, c'est une vocation. Donc s'engager, c'est un signe d'appartenance au métier. Si on cherche à définir un petit peu ce qu'est cet engagement, on pourrait aller sur les deux axes, l'un qui est plutôt sur l'engagement organisationnel, l'autre qui est plus sur l'engagement professionnel. Mais ce que l'on peut voir, c'est que l'engagement organisationnel et professionnel est souvent la traduction d'une expertise et d'une performance professionnelle. Si on parle d'éthique, on pourrait parler d'une éthique qui a trait à la responsabilité et une éthique qui a trait à la conviction. Ces deux champs vont être amenés donc à se croiser et vont être aussi évalués au regard de la pratique professionnelle. L'enseignant va véhiculer les valeurs, va chercher à ne pas trahir ces valeurs qu'il véhicule, mais il appartient à une institution. Il ne doit pas transgresser cette norme et rester donc, dans ce respect et dans cet engagement. Si l'éthique, c'est une valeur sur laquelle on s'appuie au regard de la morale, c'est une forme de rigueur
et qui consiste à faire respecter de manière profonde les règles conçues. Et on peut reprendre les exemples qui ont été donnés tout à l'heure par mes collègues sur les attentes qui sont faites lors du CPPCR. Il va s'agir pour nous de traduire ça dans différents items qui vont aller du A consolidé au satisfaisant jusqu'au très satisfaisant et à l'excellent. Ce que l'on va essayer de regarder, ce qui va être observé, c'est donc à travers ces contenus d'enseignement, puisqu'il a à minimum l'exigence de produire des contenus d'enseignement, ce qui est enseigné et les valeurs en fait qui sont observables à travers ces contenus d'enseignement. On pourrait donc essayer d'identifier un enseignant qui est à consolider, il y a des contenus d'enseignement, il y a une éthique, mais les contenus et l'éthique sont deux corps qui sont un petit peu étrangers. Sur l'axe du satisfaisant, on aurait quelqu'un qui se comporte un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire qu'il y a des contenus d'enseignement, porteurs d'une éthique, mais il n'en a pas forcément conscience. Dans la justification, il y a un peu d'intention qu'on arrive à retrouver au moment de l'entretien. Sur l'item du très satisfaisant, on aurait une construction de contenu d'enseignement qui montre qu'il y a une prise en compte de valeurs enseignées, il y a un point de vue et que quelquefois on peut discuter sur certains thèmes. Sur ce qui est de l'excellence, les contenus enseignés sont intentionnellement porteurs d'une éthique. Il y a des outils qui permettent à l'enseignant de réguler son action et les élèves sont en capacité de comprendre les valeurs qui sont enseignées. Bien, merci. Nous avons abordé ce premier point ensemble. Il est maintenant temps de poser vos premières questions. Vous pouvez donc chatter à loisir avec la fonction qui apparaît normalement en bas de l'écran pour vous, à droite. Vous pouvez poser vos questions. On va ensuite, Juliette, qui est donc à mes côtés, est en train de les recueillir pour pouvoir les poser ensuite à nos intervenants. On va aborder maintenant la deuxième partie, qui concerne donc le traitement des éventuelles difficultés professionnelles. Alors là, on va essayer d'aborder donc un point assez crucial, puisque l'on sait que cette période-là qui est comprise entre la titularisation et le 6e échelon est une période pendant laquelle vous n'avez pas d'interlocuteur, en tout cas au niveau de l'inspection. Vous avez une relation soutenue avec votre chef d'établissement, mais très peu avec l'inspection. Vous savez déjà que sur l'Académie de Créteil, tous les stagiaires ne sont pas forcément non plus évalués pour la titularisation. Et donc, le 6e échelon, c'est le premier rendez-vous de carrière. C'est le premier rendez-vous aussi avec l'inspection. Et pendant toute cette durée, les collègues peuvent éventuellement rencontrer des difficultés, alors d'ordre professionnel, pédagogique, didactique, mais pas seulement, des difficultés de santé aussi, des difficultés également relationnelles avec les parents d'élèves ou l'administration. En tout cas, on va essayer d'aborder ça tous ensemble. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Loïc, qui va nous présenter cette partie-là au nom de l'INSPE. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je rappelle que par rapport à l'INSPE, on a un curseur qui va amener les futurs enseignants stagiaires, à être titularisés. Et je pense que pour poser le décor, il me semble important de faire la distinction entre ce qui relève des difficultés professionnelles et de ce que c'est qu'un prof en difficulté. Être en difficulté professionnelle, ça renvoie à la maîtrise d'un certain nombre de textes professionnels qui renvoient à l'apprentissage des compétences et qui vont nous faire la preuve que les élèves ont une posture d'enseignant, que les enseignants ont une posture professionnelle digne du référentiel des compétences professionnelles, alors qu'un prof qui est en difficulté manifeste une non-maîtrise de ses gestes professionnels sur une durée qui est, en ce qui nous concerne, longue, c'est-à-dire un an. Alors, on est tout à fait conscient que les enseignants stagiaires éprouvent des difficultés parce qu'on fait un métier qui est complexe et qui va se construire pas à pas. Et nous avons, dans le cadre de l'INSPE, une grille à une lecture de l'activité professionnelle des enseignants sur un double niveau. C'est-à-dire qu'on a des attentes qui s'organisent de manière très progressive tout au long de l'année, avec un premier curseur
qui est, alors on peut partager cette année en deux temps, enfin en deux semestres, même si les stagiaires sont très différents les uns des autres. Certains sont en difficulté très rapidement et d'autres sont en réussite très rapidement. On a un premier curseur qui relève sur les 6 premiers mois sur la capacité à organiser la gestion de groupe de classe, à organiser en fait tout l'aspect pédagogique et tout l'aspect gestion de l'animation. C'est le premier contrat qu'on passe avec eux, parce qu'on considère que l'animation est une véritable compétence professionnelle que les enseignants doivent être en mesure de mettre en place. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a 3 autres curseurs qui nous semblent être des curseurs essentiels pour entrer dans le métier en étant titularisé. Donc on a un curseur qui est évidemment en filiation à la singularité et à la spécificité de notre métier, qui est le curseur nécessaire lié à la sécurité. Donc on attend nos enseignants stagiaires, et là on a une évaluation qui est complètement binaire parce qu'on ne peut pas abîmer un peu ou moyennement les élèves. Les élèves iront en bon état aux parents et à l'institution. Donc cet axe sur la sécurité, c'est un incontournable. Ça passe de la gestion des vestiaires jusqu'au déplacement, évidemment jusqu'à la construction des éléments de sécurité actifs et passifs. Ensuite, donc ça c'est le premier contrat qui amène à la première visite des tuteurs INSPE. Ensuite, avec les enseignants stagiaires, on a un deuxième contrat qui est là sur, on va dire, la structuration, on va dire, des aspects qualitatifs du métier et des aspects plus didactiques qui permettent véritablement de transformer les élèves. Et sur cet aspect didactique, on a 4 micro-curseurs qui renvoient à 4 niveaux de compétences. Donc le premier, c'est un enseignant qui est capable de concevoir des formes scolaires de pratique qui prennent en compte l'analyse des besoins de formation des élèves et qui s'appuient sur le contexte. Donc le premier contrat, c'est un enseignant stagiaire qui a un certain nombre d'outils et de billes didactiques qui permettent, parce qu'il a réussi à mettre les élèves en activité, qui permettent de transformer, on va dire, tout ou partie des élèves. Et je dis bien, c'est important, tout ou partie, parce qu'on n'est pas sur ce premier cadre dans une logique de différenciation. Sur le deuxième temps, on est sur des contenus d'enseignement qui font la preuve que l'enseignant stagiaire est capable d'opérer une transformation, qu'elle soit motrice, méthodologique ou sociale, par rapport aux élèves, avec une approche plutôt globale de classe. Le troisième indicateur fait qu'on devient un excellent enseignant stagiaire. Le troisième indicateur est un indicateur qui nous permet de voir si il y a une mesure de différenciation qui prend en compte les profils, les caractéristiques élèves et leurs besoins de formation. Et là, on a déjà un enseignant qui s'est posé la question des transformations différentielles et des ressources mises en jeu de manière différente par les élèves. Le quatrième point, alors là, c'est un enseignant qui, à mon avis, est déjà en avance par rapport à son premier PPCR. C'est un enseignant qui s'inscrit dans une démarche systémique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce profil-là, qui s'inscrit dans une démarche systémique et qui est capable d'associer les 3 premiers points à une démarche d'enseignement. Un fonctionnement en petite boucle, en grande boucle, par exemple, fonctionnement avec le numérique comme plus-value ajoutée à la réalisation des élèves. On a évidemment un quatrième indicateur de certification et de validation, c'est le respect des textes et la capacité à présenter des cours, des leçons, des séquences sur un format numérique qui permet de laisser une trace à l'institution parce qu'ils vont être validés dans le cadre d'un cadre A de la fonction publique. Et un cadre A de la fonction publique, nécessairement, doit faire la preuve qu'il est sérieux du point de vue de ses préparations. Merci Loïc. C'est un exercice compliqué, 5 minutes pour traiter de sujets aussi larges, et je vous remercie de rester dans ce temps jusqu'à présent. Je laisse la parole à M. Bobkevich pour la partie direction. Alors sur la question des difficultés, s'il y a peut-être une expression à utiliser à la fois en introduction et en conclusion, ce serait à mon sens ne jamais rester seul. Que ce soit des difficultés pédagogiques, des difficultés personnelles, des difficultés médicales, des difficultés de gestion de classe, la solution, à mon sens, et qui a déjà fait ses preuves, c'est la notion de collectif. Évidemment que l'interlocuteur ne va pas forcément être le même en fonction de la problématique, que la façon dont on va interpeller les différents partenaires au niveau hiérarchique ne sera pas forcément la même, mais en tout cas, ce que
j'incite à faire, c'est surtout ne pas rester seul, ne pas s'enfermer et ne pas considérer qu'on est soi-même le problème et qu'il n'y a pas de solution. On n'évalue pas la compétence d'un enseignant au nombre de rapports d'incidents qu'il rédige pendant une année scolaire. On ne titularise pas un enseignant quand il a, en fonction du nombre de difficultés qu'il a pu rencontrer face à une classe. On a des collègues qui ont 40 ans d'expérience et qui ont parfois, face à un groupe, le même niveau de difficulté que des collègues qui débutent. Donc c'est important de partager, d'échanger et de trouver collectivement des solutions, qu'elles soient pédagogiques liées à une pratique individuelle ou qu'elles soient collectives liées à une classe qui parfois peut effectivement, à toute l'équipe, poser un certain nombre de difficultés. Donc, du point de vue du chef d'établissement, n'ayez pas peur de pousser la porte des bureaux, n'ayez pas peur de demander conseil, de partager les difficultés que vous rencontrez. La porte n'est pas toujours ouverte, mais il ne faut pas hésiter à la pousser, à demander conseil, à exprimer les difficultés, à partager pour trouver ensemble des solutions. Il y a tout un réseau d'interlocuteurs potentiels sollicitables qui, à mon sens, peuvent être des relais intéressants. Ce sont les collègues de la discipline, et on sait bien qu'en EPS particulièrement, il y a une habitude de travail d'équipe qui est assez forte. Mais on a aussi les collègues de l'établissement sur lesquels on peut s'appuyer. On a son réseau professionnel qu'on va tisser au fur et à mesure des années. Ça part souvent de la promotion de l'INSPE, mais ça déborde parfois sur un réseau plus large au fur et à mesure des années. Et on a dans l'établissement des personnels ressources sur lesquels il ne faut pas hésiter à s'appuyer. On a dans une classe un professeur principal qui est un interlocuteur extrêmement important, qui est souvent lié à celui du conseiller principal de l'éducation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le chef d'établissement, l'IPR, sont évidemment à d'autres niveaux des relais au quotidien qui peuvent tout à fait être sollicités. On a évidemment des représentants du personnel qui peuvent être aussi des interlocuteurs privilégiés quand on a des conseils à poser sur la carrière, sur les difficultés qu'on peut rencontrer en termes de mobilité, en termes de problématiques particulières qu'on peut rencontrer dans son parcours. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des collègues qui, à l'intérieur de l'établissement, ont des compétences. Sur la question des conflits interpersonnels, il faut, parce qu'on a parfois ce type de situation à gérer quand on dirige un établissement, c'est des situations délicates à gérer, mais qui font partie du rôle du chef d'établissement, de recevoir parfois les collègues pour mettre à plat des tensions qui peuvent exister au sein d'un établissement scolaire. Mais il ne faut pas non plus parfois hésiter à prendre un peu de distance et à solliciter des partenaires extérieurs. Vous avez dans les rectorats, dans les inspections académiques, des personnels dont c'est aussi le travail. Je pense à la RH de proximité, je pense aux médiateurs, on en discutait tout à l'heure, qui sont aussi potentiellement des personnels sollicitables qui vont pouvoir accompagner, conseiller les personnels qui rencontrent ponctuellement ou sur du long terme des difficultés professionnelles. Voilà. En tout cas, je redis en conclusion, le conseil, c'est le collectif et ne jamais rester seul. Merci. Troisième intervention sur le sujet, Johan Thomas-Auer. Alors oui, pour enchaîner un petit peu sur les difficultés, l'enseignant d'EPS, c'est pour moi un petit peu l'homme orchestre qui doit jouer tout un tas d'instruments simultanément, qui doit arriver à donner le tempo, à créer le rythme, et qu'évidemment tout ça n'est pas simple. On compare un petit peu à ce prof d'EPS avec son gros sac à dos qui a ses plaquettes, ses fiches, ses tablettes, son sac de ballon, son gel hydroalcoolique en ce moment. Et donc, il y a forcément une complexité ici du rôle de l'enseignant qui a à traiter et à faire des choix didactiques en permanence, des choix pédagogiques, qui doit gérer une quantité d'élèves dans leur hétérogénéité, dans leur vécu différent, avec une quantité d'APSA support, d'activité physique, sportive, artistique support, une quantité d'environnement, Loïc en parlait tout à l'heure, donc d'environnements différents, mais que ce soit le vestiaire, que ce soit le temps de déplacement, que ce soit le gymnase ou l'extérieur. Et donc, il doit arriver en permanence à déplacer ce centre de gravité entre l'instruction, la capacité à transmettre des savoirs et des savoir-faire, l'éducation, la capacité à transmettre
des savoir-être dans un contexte collectif. Et la formation. Il s'agit bien de former des citoyens cultivés, lucides et autonomes. Alors comment faire quand la musique, quelque part, pose problème, quand il y a des fausses notes, et nous, ce qu'on aime bien, c'est quand la musique est bonne. Je pense que certains ont peut-être la référence, j'espère. Comment faire pour arriver à identifier ce qui pose le plus de problèmes, sachant que, évidemment, on est sur quelque chose de systémique. On peut difficilement séparer la gestion du groupe de la gestion du contenu. On peut difficilement séparer la préparation d'une leçon de sa mise en pratique. Alors l'enseignant, en début de carrière notamment, est confronté à des dissonances et des paradoxes peut-être parfois, puisqu'il doit assumer une nouvelle position, une nouvelle posture. On passe de cet élève enseignant à un enseignant d'élève, qui doit construire aussi son autorité, une autorité de compétence, celle qui se veut en tout cas grandir l'autre, pour paraphraser ici Michel Serres. Et c'est ce paradoxe également qui peut se situer entre la préparation d'un plan préétabli et cette nécessité de s'adapter, d'être capable de s'adapter en permanence in situ. Ma collègue en parlait tout à l'heure en faisant référence à Amy Davis et cette idée de cette première phase, peut-être, pourvu qu'il m'écoute. Jean-Luc Ibaldi la complète en nous parlant de l'idée de pourvu qu'ils m'aiment, qui serait peut-être cette deuxième phase, pourvu qu'ils aiment ce qu'on fait ensuite, cette idée de motivation, pourvu que ça tourne, pourvu que ça fonctionne et pourvu qu'ils apprennent. Alors tout ça, évidemment, que ça se construit de façon curriculaire, voire spiralaire, et que ça prend du temps. Notre rôle au niveau de l'inspection, et notamment sur le suivi des professeurs stagiaires, se réalise en collaboration permanente et étroite avec l'INSPE, que ce soit les tuteurs INSPE ou les responsables à l'INSPE, mais également avec les chefs d'établissement. Et notre objectif est de pouvoir identifier le plus tôt possible les difficultés, les leviers ensuite sur lesquels on va pouvoir jouer pour mettre en place un suivi personnalisé, un suivi individualisé, et notamment par l'intermédiaire de visites conseils. Là, ici, l'inspection est bien à ce moment-là, dans un premier temps, évidemment, dans le conseil, dans l'accompagnement, pour essayer de lever les freins et d'identifier peut-être ce qui fait fausse note pour parvenir à rétablir une certaine harmonie dans l'intervention. Juste pour terminer, donc prendre peut-être un exemple et une illustration plus complète, plus concrète, en zoomant sur un des items qu'on va évaluer. On va ensuite prendre en considération sur le premier PPCR et les suivants, l'idée de construire et de mettre en œuvre des situations qui prennent en compte la diversité et l'hétérogénéité des élèves. Mes collègues de l'INSPE tout à l'heure en parlaient. Là, évidemment, aussi, il y aura des choses à construire de manière progressive. Alors, si on risque de caricaturer peut-être un petit peu, un enseignant qui serait en début de carrière, stagiaire et sur les premières années, on peut voir qu'au niveau de la différenciation pédagogique, elle n'est soit pas anticipée, pas existante, soit, je dirais, trop ambitieuse. C'est-à-dire qu'on va identifier parfois 3, 4 profils différents d'élèves et derrière avoir difficilement les moyens de répondre à ces différents profils qui sont identifiés de manière préétablie. On a des simplifications, des complexifications qui sont prévues, mais qui ne sont soit pas utilisées, soit plaquées dans la leçon, sans prendre réellement en compte en fait les indicateurs de fin d'étape, c'est-à-dire de voir où se situe l'élève, quel est le problème qu'il rencontre là, et donc on a forcément cette nécessité de s'adapter, encore une fois, in situ, et c'est ce qui est une complexité évidemment à construire au fur et à mesure pour l'enseignant. Je dirais également au niveau des consignes et des feedbacks, on a souvent un enseignant qui est capable soit de donner un ensemble de consignes à l'ensemble du groupe classe et peu de régulation individuelle, ou à l'inverse, quelqu'un qui est uniquement sur la régulation individuelle et qui a des difficultés à répondre, là encore une fois, à l'hétérogénéité des élèves. Alors le but va être de lui permettre de construire cet équilibre entre la faisabilité et la prise en compte de cette hétérogénéité, et d'être capable de lire la motricité pour identifier les freins, les difficultés rencontrées par l'élève et mobiliser la variable didactique appropriée. Et enfin, je dirais, d'être capable d'alterner entre des feedbacks qualitatifs, des feedbacks quantitatifs, et qui sont parfois individualisés et parfois adressés à l'ensemble du groupe classe. Donc encore une fois, ceci se construit sur le temps et avec des attentes et des exigences qui vont monter en puissance pour avoir une ambition de plus en plus importante au niveau de l'intervention. Merci Johan. Dernier tour de table concerne la formation initiale et continue. Alors on va
voir un petit peu ensemble comment on organise justement cette formation sur cette période comprise entre la titularisation et le premier PPCR, sachant que ça ne vous a pas échappé, le dernier item qui est évalué conjointement par l'inspection et par le chef d'établissement concerne justement cette thématique de la formation. Voilà, donc je donne la parole à Laurent, je crois, qui va intervenir au nom de l'inspecteur. Donc, sur ce dernier registre, formation initiale, formation continue. Concernant la position de l'INSPE et le cahier des charges qu'on essaie de tenir au mieux sur cette logique de formation, avec nos enseignants stagiaires qui vont devenir très rapidement titulaires, on met en avant cette double formation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est à la fois une formation universitaire, avec des exigences importantes d'un point de vue des attentes, entre le mémoire, entre les différentes productions auxquelles ils doivent se confronter. Et puis à côté de ça, une formation qui va être une formation professionnelle, avec l'idée, et c'est le message qu'on essaie de leur faire passer, que cette formation, qu'elle soit initialement faite suite à la préparation au concours, qu'ils ont tous brillamment réussi, et surtout avec une quantité de travail importante qu'ils ont concédée, cette formation, on leur fait passer vraiment le message pour leur dire qu'elle se situe avant tout dans l'établissement. Ils quittent le CAPES pour arriver dans un enseignement professionnel, et parfois beaucoup de jeunes collègues ont l'impression de vivre un fossé, enfin de franchir un fossé entre ce qu'ils ont conçu initialement et ce qui se passe dans la réalité professionnelle. Donc nous, on les invite vraiment à solliciter, en essayant de les accompagner le mieux possible, à solliciter évidemment l'établissement scolaire et les membres de cette communauté, notamment les tuteurs qui les accompagnent sur le terrain, pour arriver à optimiser cette formation qui reste pour l'instant à mi-chemin entre la formation initiale qu'ils ont déjà vécue, la formation continue à laquelle ils pourront accéder quand ils seront titularisés. Alors ça se traduit par des comportements un petit peu différents en fonction des jeunes collègues. Certains comportements qui font écho d'une très forte demande didactique, en pensant que dès qu'ils arrivent dans l'établissement, ils ne peuvent pas fonctionner si, d'un point de vue des APSA, ils ne sont pas hyper affûtés, donc une forte demande qui est tout à fait légitime. Deuxième caractéristique, didactique, on va dire relativement stabilisée, mais des problématiques pédagogiques qu'on a évoquées, donc un travail, je dirais, sur l'analyse de pratique, j'en parlerai un tout petit peu après, et puis certains stagiaires qui savent tout. Voilà, ils arrivent, ils sortent du concours, et comme ils ont été reçus au concours, ils savent tout sur tout. Donc, en termes de formation, ça pose quand même un petit problème, et ça rend parfois la tâche pour eux beaucoup plus complexe. Voilà. Parce que la réussite au concours, en aucun cas, n'est une formation aboutie et ne peut se satisfaire à elle-même. Donc, par rapport à ça, nous, notre volonté est vraiment de les accompagner pour construire une maturité dans cette logique de formation, et notamment à travers, bien sûr, un apport didactique, pédagogique, mais aussi à travers un travail sur l'analyse de pratique, où on souhaite qu'ils soient, au cours de l'évolution de cette formation, capables non plus de regarder fonctionner uniquement les élèves, mais de regarder les élèves fonctionner et de se regarder fonctionner avec les élèves. Donc, essayer d'avoir une certaine maturité pour pouvoir s'analyser, pouvoir anticiper, pouvoir réguler, adapter, tout en se donnant du temps pour être au plus près de ce que l'on vit au quotidien avec les élèves. Donc ça, c'est une problématique de la formation qui nous est chère dans le cadre de l'INSPE, et on espère qu'ils vont être tout à fait capables de prendre un certain recul en fait, pour pouvoir analyser leurs principes. Dernier point qui est important à mon sens, et qui parfois est préjudiciable pour ces jeunes enseignants, la logique de la formation qui est évaluée. Ils sont évalués à la fois d'un point de vue de l'université, mais aussi d'un point de vue de la certification, et certains jeunes collègues fonctionnent parce qu'il y a évaluation. Donc parfois, on se retrouve avec des actions de formation qui ne sont pilotées que par l'évaluation.
Et je pense que ce temps-là est un peu préjudiciable dans cette logique plutôt de formation sur du long terme. Enfin, la formation va évoluer, évidemment, avec la réforme des concours et puis les nouvelles maquettes qui vont être mises en place l'année prochaine. Donc j'espère que toute cette évolution sera évidemment bénéfique en premier lieu pour les élèves et évidemment pour les collègues. Merci. Alors encore une fois, hein, c'est le moment de poser vos questions. Si sur les interventions des uns et des autres, vous avez des précisions à demander, n'hésitez surtout pas, puisque à l'issue des différents temps de parole, on va ensuite donc passer à le traitement de ces questions. Le point de vue du chef d'établissement sur la formation, Monsieur Boucher. Sur la formation initiale et continue, ce que j'aurais envie de dire en introduction, c'est que ce serait une erreur de considérer qu'on se forme au début et on met en œuvre après. Je crois que la notion de formation tout au long de la vie a du sens, hein, et que c'est important de pouvoir exercer son droit à cette formation régulière et jusqu'à la fin, en fonction des domaines sur lesquels on a envie de gagner en expertise ou des évolutions de carrière sur lesquelles potentiellement je pourrais revenir après. Le rôle du chef d'établissement dans la formation initiale, c'est à la fois l'accueil, l'accompagnement, l'explication de comment fonctionne un établissement scolaire. C'est quasi systématique quand on accueille des professeurs stagiaires, mais c'est important que chaque enseignant qui débute prenne ce temps d'appropriation à la fois de son domaine de compétences purement dans la classe, mais aussi dans la compréhension du fonctionnement d'un établissement scolaire, qui soit le fonctionnement des instances, qui va être amené à traiter de façon quasi systémique, mais aussi de façon ponctuelle. On a parfois des réactions un peu surprenantes de collègues qui ne maîtrisent pas le fonctionnement d'un conseil de discipline et qui sont surpris par certains fonctionnements, d'où l'intérêt rapidement de s'approprier le fonctionnement de ces différentes instances. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enseignant débutant, c'est important de prendre du temps, parce qu'après on le prend moins, d'aller à la rencontre des différents acteurs, d'aller demander à assister de façon en auditeur libre à ces différentes instances pour essayer d'en comprendre le schéma général. Sur la formation continue, je crois qu'il est important parce que le chef d'établissement joue un rôle en termes d'avis, notamment sur les demandes de plan académique de formation. C'est important de prendre du temps pour expliciter son projet de formation. Le chef d'établissement émet un avis sur les demandes qui sont formulées et qui sont hiérarchisées dans un plan académique quand on parle spécifiquement de ça, même si parfois on est capable de sortir de ce domaine-là. Et pour pouvoir émettre un avis de façon la plus pertinente possible, c'est toujours intéressant d'avoir l'explication de la raison qui motive les demandes qui ont été formulées par le collègue. On a des logiques parfois un peu systématiques d'émettre des avis positifs sur les premiers vœux, d'ensuite d'émettre des avis plus négatifs, mais si on a capacité à échanger, à comprendre quel est le projet qui justifie les différentes demandes de formation, eh bien on est, je pense, en capacité d'émettre des avis de façon plus éclairée. Deuxième logique sur la formation continue qui semble important d'évoquer, c'est la logique collective. On a de plus en plus dans l'académie, notamment la mise en place d'aides négociées de territoire. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'on a capacité collectivement, à partir d'un projet, d'une idée, d'une volonté d'établissement ou de district, eh bien, de mettre en place des formations sur mesure à la demande, soit d'une équipe de direction, soit d'une équipe enseignante, qui a envie de développer un axe particulier et de faire en sorte qu'une formation soit mise en œuvre spécifiquement sur des thématiques. Là encore, c'est des sujets qui sont encore peu exploités, qui méritent d'être creusés, parce qu'elles correspondent pour le coup vraiment parfois à des problématiques locales et générales. Sur la question de l'évolution de carrière, qui rentre à mon sens dans la question de la formation continue, de la même façon, il ne faut pas hésiter à questionner, à échanger sur les questions d'évolution de carrière. La question va peut-être se poser et va peut-être vous être posée à un moment. Il y a des formations qui correspondent à ça, il y a des échanges qui peuvent apporter avec des professionnels qui peuvent vous éclairer sur ces domaines. Et encore une fois, c'est des choses qui se travaillent, qui se construisent, qui parfois
comment dire, peuvent être sollicités en termes d'évolution professionnelle. Il nous arrive parfois en entretien PPCR de conseiller à des collègues, eh bien pourquoi pas de passer le concours de chef d'établissement parce qu'on se projette sur des collègues qui, à notre avis, pourraient avoir le profil. Voilà ce que je voulais dire sur la partie formation initiale et continue. Merci. Dernière partie, dernière intervention, pardon, Fabienne, sur la question de la formation. Sur la circulaire du 23 septembre 2019, elle aborde donc le schéma directeur de la formation continue des personnels de l'éducation. Il est rappelé donc en introduction que c'est une volonté que cette communauté professionnelle dont font partie donc les enseignants doivent se former. Donc, il est attendu qu'ils exercent pleinement leur mission, qu'ils se forment et en contrepartie, le ministère doit proposer des axes de formation et décliner dans les différentes académies des propositions de formation pour ces personnels. Sans pouvoir rentrer dans les détails, il est important de comprendre que ça se décline en différents axes, avec des axes directeurs, autour desquels seront déclinées les différentes formations. Johan déclinera tout à l'heure les différents dispositifs existants dans l'Académie de Créteil. Je vais vous présenter assez rapidement ce qui constitue le regard, cette fois, au moment du premier rendez-vous de carrière, sur cette task qui est s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Donc ça reprend bien sûr tout ce qui a été dit précédemment. Et si on doit hiérarchiser, donc on passerait de quelqu'un qui ne s'inscrit pas, qui considère qu'à partir du moment où il a obtenu son concours, à partir du moment où il est face aux élèves, il a acquis un certain nombre de connaissances et de compétences et qu'il n'a plus besoin de les actualiser. On passerait à un enseignant qui assiste, mais de façon relativement passive. On ne voit pas toujours les répercussions dans ses propositions, dans ses contenus, dans son analyse de l'ordre. Sur le point à consolider, donc on était sur un enseignant qui estime que tout est fait à partir du moment où il est entré dans le métier et qui considère qu'il n'a plus à continuer à se former et à s'informer. Sur le point suivant, donc un enseignant qui participe, qui s'inscrit, mais qui subit plus qu'il ne sera acteur de sa formation et qui n'a pas forcément une stratégie très construite sur du moyen terme, sur son plan de formation. Sur l'étape d'après, donc quelqu'un qui a construit un projet, qui est capable d'analyser, qui est capable de faire des choix, qui est capable de transférer en fait ce qu'il a appris, mais au sein de son équipe, au sein d'un contexte peut-être plus réduit, et qui lors de l'entretien analyse un certain nombre de points. Et sur la partie d'après, ce qui correspond donc à l'excellence, quelqu'un qui a vraiment organisé une veille pédagogique, qui trouve des solutions, qui est aussi en capacité de s'investir pour les autres et d'être formateur sur un certain nombre de sujets ou de problématiques dont il est plus ou moins expert. Avant de passer la parole à Johan, simplement pour préciser que cet état-là, c'est un état de curiosité permanente, d'écoute permanente. Il faut vraiment montrer sa capacité de pouvoir s'engager sur ce plan-là. Alors oui, peut-être pour finir sur les dispositifs de manière concrète qui sont mis en œuvre dans l'académie et que l'inspection également met en œuvre. Le plan académique de formation qui a été évoqué, et je fais une petite parenthèse au passage là sur le logiciel IPAC EPS, le portail IPAC EPS qui permet de formuler des vœux, des souhaits pour que ce plan académique de formation soit le plus adapté à la demande et aux besoins des collègues. Au-delà du plan académique de formation, on a le plan académique d'animation qui consiste par exemple à coordonner des groupes ressources comme le GRED sur le numérique en EPS, comme le groupe académique lycée, le groupe académique collège qui ont proposé des référentiels ou des illustrations concrètes dans différentes APSA. Le plan académique d'animation, c'est également l'accompagnement des tuteurs au travers de formations disciplinaires ou interdisciplinaires. Et on a également les aides négociées de territoire que M. Bobkiewicz évoquait tout à l'heure, ces fameuses ANT qui se veulent répondre à une demande vraiment localisée et donc de coordonner par rapport à un besoin d'équipe ou un besoin d'établissement ou un besoin de quelques établissements dans un même secteur, une formation qui est réellement adaptée à la demande et aux éventuelles difficultés rencontrées.
Au-delà de ça, on pourrait évidemment évoquer les webinaires, même si on a quelques difficultés techniques ce soir, mais en tout cas, c'est pour nous aussi une façon de partager du contenu et d'échanger avec l'ensemble de la profession. Alors là, on en est au 6e webinaire et se mettent en place d'autres webinaires plus consacrés aux activités physiques, sportives et artistiques, hein, donc à venir très vite, hein, les rendez-vous de l'EPS. Vous verrez cette information très vite arriver sur notre site académique, entre autres, qui est également un levier hein, pour cette formation continue. Le site académique de Créteil, complètement remodelé depuis l'année dernière. Et puis je citerai également les réseaux sociaux sur lesquels on essaye également d'intervenir pour transmettre, véhiculer une information. Peut-être un dernier point sur les associations, que ce soit l'UNSS, que ce soit l'AEPS, qui n'est pas lié directement évidemment là, à l'inspection, que ce soit également les interventions du SNEP et les différents syndicats qui peuvent intervenir sur le sujet pour compléter la formation, ou encore des réseaux sociaux. Je pourrais évoquer EPS Mania, qui est une ressource forte, je crois en ce moment, pour la profession, pour continuer de se former au fil de l'eau. Merci Johan. Donc nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Vous avez utilisé le chat donc, pour poser vos questions. Vous pouvez continuer bien sûr au fil de la conversation. L'idée maintenant c'est de boucler ce webinaire par quelques minutes donc un peu plus interactives. Je vais tout de suite laisser la parole à Juliette qui a recueilli l'ensemble des questions et qui va donc les relayer à nos intervenants. Merci Patrick. Donc, merci à tous pour ces éclairages divers et variés qui nous ont permis d'avoir des choses très intéressantes à partager. Alors, on va commencer par certaines questions que vous avez pu poser d'un point de vue, peut-être pour une précision, dans un premier temps. Vous interrogez sur le fait que cette année d'INSPE, est-ce qu'elle fait partie de la formation initiale ou de la formation continue? Alors, je vous en fais plutôt la question à Laurent. Alors, moi, je vais prendre la parole. Cette année d'INSPE, c'est une année de formation initiale, puisque la formation continue commence à partir du moment où on est cadre de la fonction publique et qu'on a été titularisé. Voilà, je ne peux pas en dire plus, hein, ça fait partie de la formation initiale. Alors, moi, je rajoute juste une petite précision. Formation initiale, mais qui peut devenir, dans certains cas, continue pour les enseignants qui seraient en renouvellement. Voilà, les enseignants stagiaires en renouvellement basculeraient, donc, s'ils le souhaitent, sur des possibilités de suivre un complément de formation dans une logique du plan académique de formation, si possible. Très bien, donc merci pour cette petite précision. Une autre question qui appelle une réponse peut-être un petit peu organisationnelle, des collègues vont s'interroger sur l'accompagnement des stagiaires agrégés. Qu'est-ce qui est mis en place dans l'académie? Donc là, je me tournerai plutôt vers l'inspection de précision. Alors, non pas nécessairement de tuteur là-dessus. Il y a une visite qui est prévue, qui est organisée par l'inspection en cours d'année, qui titularise également sur l'agrégation. Maintenant, voilà, le suivi côté inspection se passe surtout à ce niveau-là, sur cette visite de titularisation sur l'agrégation. Externe. Et on différencie voilà, l'agrégation externe et l'agrégation interne. Ils n'ont pas le même statut. Est-ce que les attentes que vous avez lorsque vous vous déplacez pour avoir un stagiaire agrégé interne ou externe varient? Est-ce que vous pouvez faire un petit peu différemment? Puisque ce n'est pas le même profil. On a dans un cas des étudiants peut-être qui se découlent de la formation continue et dans un autre cas des collègues qui ont peut-être plusieurs années d'expérience derrière eux. Donc les attentes, je pense que vous allez voir, sont peut-être différentes. Les attentes sont différentes de celles d'un PPCR, puisque la grille du PPCR va s'appliquer dans un début de carrière, alors qu'une visite, la visite d'un stagiaire, vérifier qu'on réponde aux attentes minimum pour basculer dans le cadre de la validation. Ça, déjà, ce sont deux attentes différentes entre un rendez-vous de carrière et une visite de stagiaire. Après, il y a une différence, bien sûr, entre les attendus d'un concours externe et d'un concours interne, puisque l'expérience professionnelle n'est pas la même. Vous vous interrogez également, donc là je pense que vous avez fait part peut-être d'une expérience personnelle, donc la question c'est comment aider des stagiaires à se sentir plus légitimes dans les instances de l'établissement. Donc là peut-être pour répondre à cette question, je m'orienterai vers M. Gauthier en tant que chef d'établissement. Il n'y a pas de...
Souvent, les collègues portent eux-mêmes cette étiquette de stagiaire. Donc, dans l'établissement, un enseignant autour d'une table d'un conseil de classe est un enseignant. Qu'il ait 6 mois d'expérience ou 40 ans, il a son avis à donner de la même façon que le collègue qui est là depuis sa naissance. Donc aucun problème sur la reconnaissance du collègue qui débute et sa capacité, même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'il est à côté de collègues expérimentés qui parfois surinterviennent, aucun problème sur la légitimité de l'avis qu'il a apporté sur un élève qui d'ailleurs, dans la discipline, est parfois intéressant parce que le cadre n'est pas forcément le même et le comportement n'est pas forcément le même dans une classe et dans un espace extérieur, d'où l'intérêt de l'intervention du collègue qui va pouvoir apporter son expertise et son regard parfois un peu différent sur une situation d'élève. Je parle spécifiquement là du conseil de classe. Je vais juste apporter une petite information complémentaire. L'enseignant stagiaire, même s'il a cette étiquette administrative, on va dire institutionnelle de stagiaire, est complètement légitime dans sa fonction d'enseignant à part entière, dès lors où l'institution lui confie une classe en responsabilité tout seul. Et le fait même de pouvoir fonctionner pour construire des compétences professionnelles et les partager en faisant réussir ses élèves, rend légitime son statut de par même son action professionnelle au quotidien. Donc, je pense que la réponse la plus importante, et après je laisserai mes collègues en parler, c'est ce qui se passe dans la classe. Et l'enseignant stagiaire, il est comme n'importe quel enseignant de 6 mois d'ancienneté à 40 ans d'ancienneté, il est seul face à sa classe et face à ses élèves avec une seule mission qui est de les amener le plus loin possible pour les faire réussir. Et donc ce statut-là légitime complètement le fait que c'est avant tout un enseignant. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, l'enseignant est seul dans sa classe face à ses élèves. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait surtout éviter cette situation d'isolement lorsque, en tant qu'enseignant, on vit certaines situations difficiles, on est confronté à ces difficultés. Et on pouvait se poser la question éventuellement, est-ce qu'il y a un dialogue possible en tant que chef d'établissement lorsque vous percevez ces difficultés de certains enseignants avec soit le corps d'inspection, soit éventuellement... et quelles ressources vous avez pour accompagner ces enseignants? Est-ce qu'il y a des intervenants extérieurs éventuellement qui pourraient être des ressources pour ces collègues en difficulté? Ça dépend de quoi la difficulté relève. Donc, et auquel cas, soit ça peut se traduire par un accompagnement interne, un échange interne, une résolution de problèmes à travers l'accompagnement interne, soit ça nécessite une expertise que l'équipe de direction n'a pas, et auquel cas, effectivement, on peut être amené à solliciter les collègues qui vont venir accompagner, guider et conseiller le collègue en dehors de tout cadre de type entretien de carrière. Donc, on a différents interlocuteurs potentiellement sollicitables, qu'ils soient internes ou externes, en fonction de la situation. Encore une fois, l'essentiel étant d'en avoir connaissance et de pouvoir la traiter ensemble. Peut-être pour compléter, d'insister sur le fait qu'il faut essayer d'intervenir le plus rapidement possible. Plus on a connaissance des difficultés rencontrées tôt, plus vite on réagit, et souvent les résultats sont bien. Alors justement, quel type d'accompagnement on pourrait avoir de la part de l'inspection pour un collègue? Alors, pour rebondir sur cette idée d'accompagnement, sur l'ensemble des dispositifs enseignants stagiaires, on a ce qu'on appelle un dispositif d'alerte. Alors, ce dispositif d'alerte, il a pour ambition, comme son nom l'indique, d'alerter les difficultés professionnelles, humaines, liées à un enseignant fonctionnaire stagiaire. Et ça nécessite que ce dispositif il soit en synergie avec le tuteur XP, le tuteur de terrain et le chef d'établissement, puisque c'est nous qui sollicitons en général le chef d'établissement et en partenariat avec l'inspection pour que le chef d'établissement identifie ce dispositif d'alerte avec le stagiaire. C'est-à-dire qu'il relève de la responsabilité du chef d'établissement de prendre la décision de mettre cet étudiant stagiaire dans le dispositif d'alerte, ce qui nous permet, nous, en retour, dans le cadre de l'INSPE, d'avoir des dispositifs de formation plus ciblés, plus individualisés, et qui permettent de déclencher un nombre de visites plus importantes. Donc on a un fléchage administratif
qui est à 2 visites pour les enseignants stagiaires. Et dans la logique d'accompagnement, l'INSPE n'a jamais compté les heures pour aller accompagner nos enseignants stagiaires. Il nous est déjà arrivé d'aller voir 3, 4, 5 fois un enseignant stagiaire en difficulté. Donc voilà, c'est un dispositif qui me paraît extrêmement riche parce que très souple et adaptable. C'est là que également l'inspection s'inscrit en complémentarité parfaite avec l'INSPE, je crois, parce qu'évidemment on a des échanges très réguliers sur le cas des enseignants stagiaires pour identifier les difficultés le plus tôt possible et pouvoir trouver l'ensemble de l'accompagnement qui va permettre de dépasser cette difficulté pour que le collègue évidemment ne reste pas en souffrance par rapport à ça. Alors parfois c'est cette gestion de groupe qui pose problème, mais comme on en parlait tout à l'heure, je crois qu'elle n'est jamais à dissocier évidemment du contenu, mais c'est par les interventions simultanées qu'on peut espérer, je crois, aider le collègue à dépasser cette difficulté et pas oublier qu'on s'inscrit évidemment dans un contexte collectif aussi, puisque au sein de l'établissement, il y a des ressources et les ressources du professeur stagiaire, c'est aussi ses collègues, car on parle évidemment de collègues. Le statut parfois peut paraître ambigu, mais je pense qu'il paraît plus ambigu pour le professeur stagiaire lui-même que pour nous. Il ne peut l'être. Il est collègue au sein d'une équipe pédagogique qui est donc nécessairement aussi force de proposition et en capacité d'aider. Et puis le chef d'établissement est aussi le premier pédagogue peut-être de l'établissement et donc un interlocuteur qu'il peut solliciter pour que cette complémentarité se traduise de manière la plus concrète et efficace sur le terrain. Sans oublier le tuteur. Et tuteur académique et tuteur INSPE, évidemment. Je vais juste rajouter un petit mot là sur les problématiques de difficulté. Reste ensuite le travail qu'on fait en partenariat avec le rectorat sur l'identification de la nature des difficultés, qui est quelque chose d'assez conséquent, et donc d'arriver à cibler de manière très précise si ces difficultés sont dépendantes de l'expertise professionnelle, donc de l'enseignant en lui-même, ou si ces difficultés sont à la fois peut-être couplées à ça, mais aussi couplées aux caractéristiques des élèves dans l'établissement. Parce que ces données-là, chez nos enseignants, en tout cas débutants, sont très variables. Et il faut être très réaliste par rapport à ça. Il n'y a pas d'équité d'un point de vue des affectations quand on travaille et on démarre dans un établissement. On peut vraiment avoir des caractéristiques d'élèves très variables. Donc voilà, la nature des difficultés est aussi liée à ça. Et je pense que le contexte, couplé à la connaissance de l'enseignant en tant que professionnel, sont des éléments importants à arriver à cerner pour pouvoir les accompagner au mieux. Merci pour ces précisions. Donc cette formation qui commence par la formation initiale, puis la formation continue, on pourrait entamer dès cette année de formation. C'est probablement quelque chose que vous partagez lorsque vous faites ces visites de PPCR, puisque vous envisagez peut-être d'aiguiller certains collègues sur le message que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement à travers collègues, et certains collègues justement se demandaient est-ce que l'analyse de pratique professionnelle est proposée en formation continue? Alors je me tourne plutôt vers de l'inspection, peut-être pour avoir un éclairage sur la façon dont ce plan de formation est envisagé pour répondre aux besoins des collègues au cours de leur carrière. Est-ce que cet élément-là, justement, est envisagé? La construction du plan de formation répond à des indicateurs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure au regard de ce qui est indiqué notamment dans cette circulaire, d'un certain nombre de thématiques qui doivent être proposées et qui seront définies, qui vont donc en fonction des choix qui sont faits, de l'analyse des besoins qui sont identifiés. Et donc cette construction du plan de formation se fait en amont, plus d'un an scolaire en place. Un indicateur très fort, c'est aussi le nombre d'inscrits sur un plan de formation. L'Académie de Créteil est une académie dans laquelle les enseignants ont énormément de formation. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de formations certes, mais beaucoup de demandes. Et certaines formations sont reconduites lorsqu'elles font preuve de ces demandes et que ces demandes ne sont pas satisfaites. Donc ces stratégies
elles sont larges et elles sont collectives, à la fois dans le cadre des injonctions ministérielles du texte existant et à la fois des retours du besoin et d'analyse des besoins. Et comme ça, et bien sûr des moyens qui sont octroyés pour les mettre en place. Et là-dessus, encore peut-être au risque de réinsister une troisième fois, mais c'est un dispositif dans lequel on croit, ces ANT qui, dans leur mise en œuvre, il y a une certaine complexité encore, et des habitudes peut-être à prendre, puisqu'en fait, l'interlocuteur privilégié pour les ANT, donc c'est peut-être bon de le rappeler, c'est ce qu'on appelle le CLIF, le correspondant local d'ingénierie de formation, qui est un interlocuteur par district et que les collègues peuvent solliciter sur une problématique commune. L'idée, c'est d'avoir une quinzaine de personnes autour d'une problématique pour que la formation puisse se déclencher. Et donc là, on est réellement dans l'idée de répondre aux besoins ponctuels et très locaux que des collègues peuvent se poser. Donc je crois que c'est un dispositif à essayer d'investir, qui a ses limites évidemment aussi, mais à essayer de s'approprier pour L'efficacité de la formation dépendra aussi de l'engagement de celui qui va, c'est-à-dire lors de l'entretien, c'est à la fois complexe parce que identifier des besoins lorsqu'on est enseignant au moment d'un rendez-vous, c'est pas toujours simple, parce qu'il faut identifier peut-être un certain nombre de demandes, mais ça renvoie à une très forte capacité d'analyse et c'est un point fort dans l'évaluation de l'enseignant. Il ne faut pas penser qu'identifier ces points-là au moment du rendez-vous risque d'être quelque chose qui sera tout enseignant, bien au contraire. Et plus l'enseignant sera volontaire et aura analysé ses besoins, plus la formation sera adéquate et efficace. Alors on est bien conscients tous que le plan de formation est très large et propose une diversité de choix possibles, mais si certains collègues ne trouvaient pas dans ces propositions les formations qui pourraient répondre à leurs besoins à l'instant T de leur carrière et qu'ils s'orientent vers une formation qui soit extérieure à notre système, est-ce que certaines formations pourraient être reconnues dans l'inscription? Comment est-ce que ces formations pourraient être valorisées pour justement envisager une adaptation au métier? Je vais penser plus particulièrement en EPS à l'activité yoga qui vient d'intégrer les derniers programmes. Beaucoup de collègues se questionnent sur cette activité parce qu'ils ne sont pas formés. On n'a peut-être pas encore les moyens aujourd'hui dans notre formation de proposer ce type de formation. Est-ce que s'ils se forment par ailleurs et qu'ils ont des diplômes, comment ça peut être reconnu aujourd'hui dans notre métier? Alors, pour en revenir au test que j'ai cité tout à l'heure, dans un des axes, il est bien dit que certaines formations peuvent être qualifiantes. C'est un des axes à investir aussi pour avoir cette reconnaissance en fait de cette forme, de cette qualification. Donc c'est quelque chose qui peut être investi bien sûr par les enseignants avec un certain nombre de règles sur l'organisation, sur l'efficacité du projet, parce qu'il ne s'agit pas non plus de cumuler un certain nombre de formations qui ne seront pas ensuite mise en œuvre en établissement ou dans le contexte dans lequel on exerce. Il faut différencier ce qui va toucher à la formation personnelle, qui a aussi sa place, on en a parlé, c'est une carrière, et puis ce qui va être réinvesti dans l'établissement. Et donc c'est tout cet équilibre-là dans les autorisations qui vont être données ou pas en fonction du projet qui est porté par Je vais essayer quand même permettre de compléter ce que dit Fabienne, parce que on se replace un petit peu dans le cadre du premier PPCR au 6e échelon. On se retrouve face à un collègue qui partage sa conviction, d'ailleurs, sur la formation, et on essaye d'analyser si effectivement il a compris tout au long de la carrière. Comme le disait M. Gopkevich, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête au 6e échelon, c'est quelque chose qui se poursuit tout au long de la carrière. Et si ce collègue, justement, a envisagé une planification de cette formation, et dans cette planification, on peut tout à fait entendre que le collègue en question ait suivi des formations en dehors de notre institution et que ces formations soient valorisées, puisque en fait, faisant partie de son plan personnel. Parce que la formation, elle est aussi, à un moment donné, un moment charnière vers une autre carrière pour certains de nos collègues.
certains enseignants se destinent à devenir soit inspecteurs, soit devenir chef d'établissement. Et tout ça, ça se mûrit tout au long de la carrière et la formation y contribue. Et justement, en parlant d'évolution de carrière, des collègues s'interrogeaient sur le fait que devenir tuteur d'étudiants en L3 ou d'étudiants fonctionnaires stagiaires, ça pourrait être tout à fait une évolution possible de leur métier. La question, c'était est-ce qu'il y a certains critères pour devenir tuteur, comment sont choisis, voilà, comment ça pourrait se passer pour eux qui aujourd'hui sont enseignants, s'ils souhaitent devenir tuteur. Alors, sur ce sujet-là, donc dans l'outil PAC-EPS, il est demandé aux enseignants de se positionner sur leur volonté ou non d'être tuteur. Lorsque l'on va regarder ces informations, assez fréquemment, certains nous disent « je ne souhaite plus être tuteur », d'autres nous disent « je souhaite être tuteur ». Et les rendez-vous de carrière sont justement les moments où on va identifier les enseignants pour les inciter, donc bien sûr, à être tuteur, parce que être tuteur, c'est extrêmement bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour bien sûr pour le stagiaire qui va être accueilli, mais c'est aussi bénéfique pour l'équipe, parce que tout le monde s'interroge et tout le monde se remet en question. Mais on va quand même aller regarder ce qu'est le contexte général. Laurent a parlé tout à l'heure du contexte au regard des élèves. Quelquefois, mettre un enseignant stagiaire dans un contexte extrêmement difficile ou identifié comme tel, ça peut paraître compliqué. Donc le contexte est regardé et bien sûr, toutes les vocations sont encouragées puisque c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour celui qui veut être tuteur, c'est bénéfique pour la profession au sens large. Bien, on va... Laurent, je voulais juste ajouter un mot par rapport à cette logique de tuteur. Se pose quand même la question, et qu'on ne peut pas ignorer, de la formation des tuteurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, être tuteur certes, mais certains collègues sont effrayés du fait de cette charge qui est quand même assez importante, c'est une grande responsabilité. Je parle surtout là du tutorat pour les enseignants stagiaires, parce qu'ils vont être obligés de se prononcer indirectement sur un avis, et donc c'est pas aussi simple que ça. Donc se pose la problématique de la formation, et je pense que c'est une problématique qui reste ouverte, sur laquelle moi je n'ai pas forcément de réponse précise, parce que la légitimité de cette formation se traduit concrètement, en tout cas sur notre académie, par une approche à la fois disciplinaire, mais qui est plutôt de l'information, et puis une formation transversale qui existe sur l'ensemble des disciplines, avec des choses positives et des choses peut-être à revoir. Voilà, donc cette problématique de la formation du tuteur doit, à mon avis, être remise sur la table. En tout cas, on doit la questionner pour essayer de la rendre plus percutante et plus performante. On va faire un dernier tour de table, si vous voulez bien. Je vais proposer à chacun de nos intervenants de conclure. Je voudrais quand même donner un petit clin d'œil sur la partie engagement et éthique professionnelle concernant l'AS. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même utile de rappeler toute l'importance que revêt le rôle de l'association sportive dans le monde. Je vais passer très rapidement sur les valeurs éducatives de l'AS, mais par contre, ce sur quoi je voudrais insister, c'est vraiment l'importance que revêt l'engagement de l'enseignant dans le cadre de l'association sportive de son établissement, notamment dans le cadre d'une évaluation PPCR. Il est difficilement entendable qu'au 6e échelon, un jeune collègue qui est à peu près à sa 8e, 9e année d'enseignement ne puisse pas faire ce n'est pas un engagement total et entier vis-à-vis de cette association sportive que nous devons porter. Voilà, c'est simplement un petit clin d'œil que je voulais faire. Je vais donc proposer à nos intervenants de conclure, si vous me voulez bien, une partie très très rapide. Qui commence? Je laisse la conclusion. Ouais, je vais commencer. Allez-y. Moi, j'avais en charge la partie plutôt difficultés professionnelles et analyse de ces difficultés. Moi, je reviendrai sur ce qui a été dit du point de vue et à la fois de l'inspection et à la fois du côté de chez l'établissement. Je pense que toutes les difficultés sont des difficultés qu'on peut dépasser si on est capable de l'identifier le plus tôt possible et d'activer les bons leviers. Et je pense qu'il faut que nos profs stagiaires conçoivent bien que pour se former, il y a 3 leviers. Il y a l'INSPE,
Il y a le chef d'établissement et son équipe éducative et pédagogique, et il y a l'inspection qui... et je pense que c'est un élément important dans l'Académie de Créteil. On arrive vraiment à fonctionner de concert, en synergie, et je crois que c'est une vraie force, parce qu'on tient tous le même discours, on avance dans la même direction, et on est véritablement partenaire à cœur. Et je crois que de ce point de vue-là, on a une académie qui, je pense, est relativement atypique. Merci pour tout. Je vais juste enchaîner sur ce que vient de dire Loïc. Moi, je pense que la clé de la réussite de nos élèves, j'insiste, de nos élèves, et implicitement la réussite des enseignants, passe par la formation. Et l'outil de formation, pour moi, est incontournable, qu'il soit initial, qu'il soit continu. On ne peut pas s'adapter au public qui évolue en permanence sans être sur cette logique de formation permanente. Et c'est, je pense, à ce prix-là que peut s'épanouir professionnellement. En tout cas, moi, j'en suis intimement convaincu. Oui, peut-être revenir rapidement sur ce que j'ai dit, et ce qui me semble essentiel, c'est la force du collectif. Donc, on est meilleur ensemble, on est plus efficace quand on réfléchit ensemble, quand on cherche des solutions ensemble et quand on progresse ensemble. Ensemble, c'est y compris, je parle de la fenêtre, avec le chef d'établissement, avec l'équipe de direction, et sortir un peu de ces schémas un peu anciens, qui consisteraient à dire que je ne vais pousser la porte ou je ne vais jamais pousser la porte, parce que ça fait partie des choses que l'on a du mal à faire de façon spontanée. Donc l'importance du collectif sur tous les aspects, que ce soit la logique de plan de formation, la logique de difficulté professionnelle, la logique de pratique professionnelle et d'évolution, me semble nécessaire à traiter collectivement avec ses collègues, avec l'équipe dans son établissement. Sur la spécificité de l'Académie de Créteil, c'est quand même une académie jeune, donc beaucoup de professeurs stagiaires, beaucoup d'enseignants au 6e échelon. Donc c'est une académie où il y a une vraie énergie, une capacité d'innovation et de proposition, et ça, il faut l'activer, il faut garder cette richesse-là, et il faut oser s'engager, il faut oser s'investir, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, et il faut savoir les saisir. Garder ses qualités d'écoute et garder surtout ses qualités d'humilité pour se dire qu'on apprend et on tout le temps. Oui, peut-être finir en revenant sur la construction de cette identité professionnelle. Je crois qu'elle est propre à chacun et que les leviers sur lesquels on va pouvoir jouer, il y a certains dans leur intervention passent par l'humour, d'autres passent par un contenu qui est plus ambitieux, je ne sais pas. Mais on arrive à se retrouver chacun dans son intervention, c'est-à-dire ne pas travestir quelque part aussi notre personnalité dans l'intervention. Je crois beaucoup à la notion de partage au sein des équipes pédagogiques, comme je pense qu'on arrive à en faire la preuve, en tout cas je l'espère, dans les différentes instances ici représentées. La notion de partage au sein d'une équipe, au sein d'une profession, et les exemples en sont multiples. La période de confinement et de reprise post-confinement ont montré qu'il y avait un partage naturel, je crois, chez les enseignants d'EPS particulièrement. Et je crois que c'est ce qui permet d'avancer, tout comme la remise en question permanente dans notre profession. Difficulté ou pas difficulté, je crois que le jour où on arrête de se poser des questions sur comment être plus efficace dans son intervention, c'est là que les problèmes réellement se posent. Donc, moi, voilà, si j'avais un message à faire passer très humblement, c'est là-dessus. Cette remise en question permanente et le sens du partage au sein d'une équipe. Bien, il me reste à remercier tous les participants pour la qualité de leur intervention. Vraiment un grand merci à vous. On s'excuse pour la partie un peu technique là, qui a par 2 fois été défaillante. Voilà, mais on était volontairement dans un établissement 100% numérique. Et voilà, c'est une petite blague. Je voudrais remercier aussi Laj Azouzi, chef d'établissement, membre du GRED EPS, et Fabrice Bruchon également, que vous connaissez tous, donc GRED EPS et DSI, pour leur participation, et Juliette, bien sûr, pour l'aide qu'elle m'a apportée dans la partie débat. Merci à tous, et puis nous vous donnons rendez-vous au mois de janvier pour le prochain webinaire.
On communiquera comme d'habitude sur les réseaux sociaux et sur le site EPS. La vidéo, normalement, de ce webinaire 6 pourra être revue en différé donc, sur le site. On va mettre tout ça dans les meilleurs délais. On vous souhaite une excellente soirée, portez-vous bien et puis de bonnes fêtes, puisqu'on se revoit d'ici là. Merci à tous.